Et si Terrence Malick réalisait un opus de Vendredi 13? C'est à peu près le pitch de A Violent Nature de Chris Nash, primé au dernier festival de Gérard May. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo critique où on s'attaque au grand prix de la dernière édition du festival d'horreur Gérard May, le film de Violent Nature du Canadien Chris Nash. Un premier film, je le précise. Le festival de Gérard May, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un festival qui a lieu tous les ans dédié au cinéma fantastique, au cinéma d'horreur, au cinéma de genre, de façon générale. C'est vraiment le paradis pour les fans de sang, de meurtres, de fantômes, etc. Cette année, le jury était présidé par l'actrice Vimala Pons, et le film qui a remporté les faveurs du jury, c'est donc A Violent Nature. Puisque le point de départ de Violent Nature, de prime abord, il est on ne peut plus basique. Le film est déjà sorti depuis un bout de temps aux États-Unis, il est passé dans pas mal de festivals. Chez nous en France, il ne passera pas au cinéma. Moi j'ai eu la chance de le voir à Cinémathèque, parce que tous les ans après Gérard May, la Cinémathèque rediffuse les films, dont Le Grand Prix. Donc voilà, c'est une séance très sympa avec un public varié pour le coup, beaucoup de personnes âgées. Mais il y a pas mal de gens quand même qui ont quitté la salle, 5-6 personnes je dirais. On voyait au fur et à mesure de la séance en fait les gens qui s'en allaient, ce que je peux comprendre parce que certaines scènes sont vraiment violentes et sales. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que j'ai eu la chance de le voir au cinéma, mais malheureusement une grande partie des spectateurs ne pourra pas, puisque le film est déjà disponible chez nous en fait. Alors ça c'est peut-être le point positif, c'est que vous pouvez le regarder dès ce soir, tout de suite après cette vidéo si je vous ai donné envie, puisque il est disponible sur la plateforme d'horreur Insomnia. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui pille la tombe d'un serial killer, provoquant le réveil de celui-ci qui va alors se lancer à leur poursuite. Pour la faire très simple, ce serial killer il est intervenu plusieurs fois par le passé, il a massacré des personnes et son esprit a été enfermé, a été contenu grâce à un petit pendentif doré, circulaire, qui appartenait à sa mère. Sauf qu'en passant dans ce fameux cimetière, eh bien les jeunes s'emparent du collier et déchaîne la fureur du serial killer. Enfin, fureur, c'est un bien grand mot. Avant d'être cette créature qui sévit dans les bois, c'est d'abord un petit garçon, le petit Johnny, qui avait un retard, voilà, qui était handicapé mentalement et qui faisait objet de brimades de la part de ses camarades. Un jour, une blague a été trop loin, il a chuté et il est décédé sur le coup. Autant vous dire que des années plus tard, le garçon est revenu pour se venger, désormais devenu adulte. Alors sachez qu'on n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi s'y revient en tant qu'adulte, mais en même temps, j'imaginais mal un film avec un serial killer enfant. Donc on va simplement imaginer que c'est pour garder une vraisemblance scénaristique. Et c'est là que le film devient intéressant, c'est que son objectif est de suivre les pérégrinations du serial killer, de son éveil jusqu'à son massacre finalement. On le voit sortir de sa tombe, on le voit prendre connaissance du monde extérieur, on le voit réaliser ses premières tueries, voilà, une fois éveillé, mais surtout, on le voit déambuler dans les bois. Et c'est là qu'intervient la notion de presque naturalisme finalement, mais surtout de contemplation, puisque pendant plusieurs minutes, et ça intervient régulièrement dans le film entre les séquences de meurtre, on voit notre personnage déambuler dans les bois. On le suit de dos, pendant très longtemps on ne voit pas son visage, dissimulé dans l'ombre ou bien par des objets, par une branche, par différentes choses pour justement garder la surprise quant à son visage, ce qui est d'autant plus saisissant lorsqu'on le voit exposé comme ça en plein jour en face de nous. Bien sûr, il n'y a pas que ces séquences qui brillent par leur mise en scène, il y a également les séquences de meurtre, qui contrastent sérieusement avec
presque la paix qui se dégage, séquence en forêt, je veux dire, on suit un tueur en série qui est là avec sa hache en train de déambuler dans les bois, mais c'est tellement calme, c'est tellement paisible autour de lui qu'il y a presque un certain côté relaxant à voir ces séquences. Je suis la première surprise à vous dire ça, hein. Mais globalement, à partir du moment où il dégaine sa hache, il dégaine les armes, voire même ses poings, il n'y a pas besoin de plus, je veux dire, et bien là on est saisi. On est saisi par l'effroi, saisi par l'horreur et surtout par le plaisir malin qu'il prend à tuer, vraiment. C'est-à-dire que il se contente pas de mettre fin au jour de ces jeunes gens. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du mal. Faire du mal, y compris quand la personne est morte. C'est du sadisme à ce stade. Le tueur s'acharne sur leur corps pour le plaisir d'entendre les os craquer, pour le plaisir de perforer un corps, pour le plaisir d'asséner des coups de hache jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et pourtant, ça serait trop simple de vous dire que c'est un plaisir parce que ce personnage, à l'instar d'un Jason Voorhees ou bien d'un Leatherface, c'est un personnage qui ne parle pas, qui est mutique, qui est cette grande figure qui marche, qu'on voit arriver de loin et on sait que sa venue va provoquer un massacre. C'est l'antagoniste par excellence du slasher, l'antagoniste qui n'a pas de raison de tuer, qui justement, de par sa faiblesse intellectuelle, eh bien, ne se questionne pas sur les morts qu'il provoque, ne cherche pas non plus à y trouver un sens particulier. Il tue, simplement pour le plaisir de tuer, et c'est peut-être ça qui est le plus glaçant. Animals don't get too hung up on reason. They just keep killing. Parce que quand on voit la vie que disent ces jeunes gens, on réalise qu'ils sont morts pour rien, pour satisfaire l'instinct animalier, l'instinct bestial d'un serial killer. D'ailleurs, lors d'une discussion entre notre protagoniste féminine et une femme qu'elle croise, eh bien il y a cette métaphore animalière qui est ressortie où la femme fait un parallèle entre ce qui est arrivé à notre héroïne et l'attaque d'un ours que son frère a subi des années plus tôt. Et effectivement, quand elle décrit cette scène, quand elle décrit cette attaque, ce plaisir qu'a pris l'ours à tuer pour finalement laisser sa proie, on réalise que entre un animal et ce prédateur, ce serial killer, il y a quand même beaucoup de choses en commun. D'ailleurs, le film a fait beaucoup de bruit auprès des amateurs d'horreur aux États-Unis, puisque l'une des scènes du film qui présente la mort d'une jeune femme qui s'apprêtait à faire du yoga a été massivement relayée sur Twitter. En fait, c'est une scène qui marque par sa violence, surtout par son excès. Je vais pas vous en dire plus, peut-être que vous l'avez vu si vous regardez cette vidéo et que vous aimez l'horreur de façon générale, mais elle a quand même beaucoup circulé. D'ailleurs, quand j'ai cherché des extraits sur YouTube pour vous parler du film, c'est la deuxième vidéo qui est arrivée en fait dans le fil après la bande-annonce. Parce que c'est vraiment une scène qui reste dans les esprits et pour l'avoir vue en salle, je peux vous dire que les gens se marraient en fait. Parce qu'on se dit c'est pas possible, jusqu'où est-ce qu'il va aller sur ce pauvre corps qui est déjà mort depuis bien longtemps. Des scènes de meurtre qui sont filmées de façon inédite, du jamais vu. Des scènes de meurtre qui sont filmées à même le sol, avec où on voit vraiment notre vilain, voilà, faire ses affaires malheureusement, tandis que la caméra, elle, est concentrée sur un détail au premier plan. Ça peut être le corps de quelqu'un qui est déjà mort, ça peut être voilà, un élément de la nature. En tout cas, c'est une façon vraiment différente de filmer, et si certaines scènes sont filmées frontalement, la scène du yoga, il y en a d'autres où l'horreur se passe en arrière-plan. Et je pense à une scène dans les temps où justement la caméra se place à des dizaines de mètres, mais plusieurs dizaines de mètres je veux dire, du meurtre, et donc on voit vraiment un simple point et il suffit de cligner des yeux pendant quelques secondes pour presque les perdre de vue dans cet immense paysage. Pour le coup, la nature est vraiment exploitée dans le film, non seulement pour la mise en scène mais aussi dans le mixage sonore, et ça c'est le dernier point que je tiens à souligner concernant les qualités du film, c'est que le film n'a pas de bande originale. Il n'y a pas de musique et par conséquent on entend tout. On entend bien évidemment les cris de nos personnages, bon, ça c'est un classique dans le cinéma d'horreur, mais on entend aussi les bruissements de la nature. Je vous parlais de l'aspect presque relaxant à voir nos personnages déambuler, c'est en partie dû au fait que pendant qu'ils marchent, on entend le bruissement des feuilles à ses pieds, on entend les petits oiseaux chanter, l'eau qui s'écoule. En fait, les bruits de la nature sont vraiment présents autour de nous et ça renforce encore plus l'aspect contemplatif du long métrage. L'impression presque, à l'instant d'un documentaire,
un documentaire animalier, vous savez, on suit ces animaux tout au long. Ça s'apparente presque à ça en fait. Un documentaire où on suivrait un serial killer animé par ses instincts bestiaux. Sauf que le film a ses limites. Et sa limite, elle réside dans son concept. Parce que c'est un concept qui tient la route, je veux dire, mais uniquement sur un temps réduit. Parce que au bout d'un moment, Chris Nash, il peut pas faire 1h34, c'est la durée du film, il peut pas faire 1h34 de film uniquement porté par ce concept. À un moment, il est forcé, pour des raisons de compréhension, de revenir à une narration plus simple, à des scènes où on voit notre groupe de jeunes dans les bois à se raconter des histoires qui font peur, à des grandes conversations qui durent plusieurs minutes, mais parfois ça fait que pendant 10 minutes, un quart d'heure même, notre vilain est évincé. Et en fait, l'idée de le suivre, elle tient par petits bouts, elle apparaît de temps à autre, mais finalement le concept s'efface. Et qu'on se le dise, c'est quand justement son concept s'efface, ce concept contemplatif, qu'on en revient à quelque chose de très commun, un slasher on ne peut plus basique. Et c'est ce dont je me rends compte. A Violent Nature, vous lui retirez toute sa mise en scène, vous lui retirez l'aspect inédit de ses plans, et bien il n'y a rien bien nouveau. Et c'est mon grand regret, c'est que c'est un film qui aurait pu être absolument brillant si l'intrigue avait suivi. Sauf que voilà, il nous sert un scénario convenu, un scénario qu'on a vu mais tant de fois au cinéma, et je suis navrée, mais une bonne mise en scène ne suffit pas à faire un bon film. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une critique très courte, simplement pour vous donner mon avis sur ce film. Ça colle à l'actualité et la vidéo n'était pas forcément prévue dans mon planning, j'avais d'autres choses, mais j'avais envie de vous parler de ce film parce que c'est quand même un grand événement dans l'année, je veux dire le film désigné par Gérard Armé. L'an dernier c'était Sleep, certains films sont vraiment restés dans la postérité, donc à voir comment Violent Nature lui va subsister, en sachant que la séquence du yoga est déjà dans les annales, qu'on se le dise. Sur ce, je vous dis à la prochaine.